Bonjour à tous, bienvenue dans Tutti Foot sur Énergie Corse et à Goursiga TV, votre rendez-vous 100% football corse mettant en avant tous les championnats de la R4 à la Ligue 2. Alors je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Avant de commencer, j'en profite pour adresser une petite pensée à Jean-Baptiste qui est en vacances, qui a pris quelques jours de congé. Et donc vous le retrouverez à partir de la semaine prochaine. Avec nous en plateau, notre invité du jour, Eugène Orlanducci, entraîneur de l'FJEB. Bonjour Eugène, merci d'être avec nous. Bonjour Brice, bonjour Patrice. Et bien sûr, à ma droite, Patrice Bertolucci. Bonjour Patrice, comment ça va? Ça va et toi Brice? Ça va, impeccable. Allez, au sommaire de cette émission, nous ferons le point sur les différents classements. Nous reviendrons avec notre invité sur le FJEB Bigoulia et nous découvrirons ensemble les images de match et interviews. Mais tout d'abord, Patrice, on commence avec les résultats de la Coupe de Corse. Alors, la Coupe de Corse, ce week-end, va se jouer les huitièmes de finale en retard entre Bastilicac et Corté et le Gallia contre AFA. Puis, il y a eu les quarts de finale qui ont été tirés puisque le CB va recevoir Boconia, on le voit en image. Porto Vecchio, lui, va recevoir la réserve de Borgo. Et comme on l'a dit, en cas de vainqueur entre le Gallia ou AFA, ils affronteront l'AS Kazin, qui est bien sûr le vainqueur de Corté Bastilicac, va affronter la réserve de la Balagne. Alors on enchaîne à présent avec la régionale 4. Saint-Jean qui s'est largement imposé face à la réserve de Loupino, 5-0. On écoute d'ailleurs quelques mots de Kevin Lemeunier, président du Saint-Jean Ajaccio Football Club. Oui, écoutez, nous on a commencé notre travail du coup à partir de janvier 2023. Voilà, bon, le club, il part d'un groupement d'amis où on discutait de ballon. Au début, bon, ça partait de trouver un manque dans le quartier de Saint-Jean et faire en sorte de structurer des catégories de jeunes et ainsi que les seniors. Après, voilà, il est arrivé qu'aujourd'hui, au bout de la deuxième année, on a réussi à faire toutes les catégories de 6 ans jusqu'à 18 ans, plus une équipe de seniors et plus une équipe de corpo. Donc voilà, ça pour nous, bon, c'est un beau challenge et l'objectif c'est de perdurer tout ça et de pérenniser ce club-là. Oui, après voilà, les clubs de quartier, surtout que voilà, Saint-Jean c'est un quartier qui est populaire, il y a beaucoup de monde à Saint-Jean et voilà, comme vous l'avez dit, il y a le club des Gallia Salines, il y a le club des Cannes, il y a aussi le club de la GSA, voilà, qui sont tous des clubs de quartier. Là nous, on a fait le club de Saint-Jean parce que voilà, j'avais dit, il y avait pas de club à Saint-Jean. Et ce qui est bien pour nous, et là où on est content, c'est que dans les catégories de 6 ans jusqu'au même aux 14 ans, 80% des joueurs sont issus de Saint-Jean. Donc pour nous, voilà, c'est une réussite et une satisfaction de pouvoir déjà récupérer des jeunes du quartier. Et l'objectif, voilà, nous, on serait heureux de voir un jeune qui démarre de débutant et qui arrive peut-être jusqu'en senior, faire toutes les catégories de jeunes au club et en plus du quartier. Donc ça, c'est voilà, pour nous un objectif qui est réussi là-dessus. Et après voilà, comme on dit, les clubs de quartier font un travail exceptionnel. Hein. Voilà, nous on travaille souvent avec l'entente Gallia Saline. Voilà, on est en lien aussi avec la GSA, avec les Cannes. Donc c'est des clubs qui sont amis et là où on est dans le même travail. Hein. Je veux dire, voilà, c'est un travail qui est social, éducatif et sportif. Mais voilà, avant de parler même du sportif, on est surtout sur un travail social parce que c'est le but de notre association, c'est permettre aux jeunes de pratiquer du foot. Dans des meilleures conditions possibles. Hein. Pour nous, écoutez, pour nous, c'est pas un problème dans le sens où l'équipe de corpo et l'équipe régionale sont, sont divisées. Je veux dire, les mêmes sont dans le même club parce que des fois, ça arrive qu'on s'entraîne en même temps parce qu'on est souvent en lien. Les deux équipes peuvent s'entraîner en même temps. Des fois, on se fait même des oppositions entre nous. Parfois, quand la R4 joue, des joueurs de corpo viennent regarder les matchs et vice versa. Quand la corpo joue, la R4 vient aussi regarder les matchs. Après, voilà, on a des effectifs qui est quand même assez large parce qu'en corpo, on compte plus d'une trentaine de joueurs, ainsi qu'en R4, on compte aussi une trentaine de joueurs. Et dans ces joueurs de corpo, les seules doubles licences qu'il y a, ce sont ceux qui jouent en R4. Donc ça veut dire vraiment, on est vraiment en lien. Donc les doubles licences qui sont au club avec nous en corpo, sont issus de la R4 de Saint-Jean. Donc au final, c'est comme si, pour nous, honnêtement, c'est comme si c'était le même groupe, c'était la même chose. Donc il y a une bonne entente et une bonne communication entre les deux. Et voilà, nous on fait pas la différence entre la corpo et la R4 parce que pour nous c'est Saint-Jean, ça a le même nom et on a les mêmes maillots, on a les mêmes écussons. Donc pour nous, au contraire, on est content parce que ça permet aux joueurs, parce que
on sait tous, voilà, il y a les problématiques des déplacements, après il y a la vie de famille, il y a le travail qui fait que, ça fait que du coup, la corpo permet aux joueurs qui peuvent pas se déplacer le week-end, de pouvoir jouer encore en club et en compétition, parce que comme c'est en semaine, hein, voilà, ils ont un entraînement dans la semaine et un match la semaine. Et ceux qui veulent peut-être, voilà, voir autre chose, jouer contre d'autres clubs de l'extérieur et tout, ont cette possibilité de la R4. C'est pour ça que on voulait vraiment avoir ces deux catégories, de façon que les joueurs peuvent choisir vraiment entre les deux et ils peuvent se retrouver, on va dire. Voilà, c'est surtout ça. Bien sûr, bon, nous, voilà, notre objectif, bien sûr, voilà, essayer de se frayer un chemin pour la montée en R3, parce que voilà, le but du jeu, c'est voilà, si on peut essayer de monter les échelons petit à petit et travailler avec ce groupe, parce que voilà, c'est un groupe qui est jeune, hein, nous avons un groupe qui est de moyenne d'âge, on va dire de 23 à 25 ans, on a 2-3 joueurs de la trentaine. Moi-même, je coach l'équipe, hein, parce que voilà, on est l'équipe où on n'a pas forcément de coach attitré, c'est moi qui m'en occupe et je joue aussi en même temps. Donc bon, des fois, voilà, il y a toujours les avantages et les inconvénients de coacher et de jouer en même temps. Mais voilà, ce qui est bien, c'est qu'on a une bonne entente dans ce groupe et que, comment dire, les choses passent bien. Je veux dire, voilà, j'ai pas trop de difficultés de jouer et en même temps coacher avec mes joueurs parce que voilà, ils comprennent aussi les choix et je suis aidé aussi, hein, parce que je suis pas tout seul, hein. Voilà, il y a mon capitaine qui fait office de, on va dire, d'adjoint, qui me donne un coup de main et d'autres, voilà, des dirigeants, même des joueurs qui ne jouent pas aussi, hein, des fois qui montent et qui viennent sur le banc, ne serait-ce qu'un truc tout bête, hein, prendre un chrono. Voilà, je suis pas seul. Ça, c'est voilà, on est une équipe bien soudée et où je suis aidé autour. Après, voilà, au niveau des résultats, on a un peu mal commencé le début de championnat, mais je pense, voilà, ce qui peut être compréhensible, parce que, voilà, le fait qu'on ait une équipe de jeunes, le championnat d'R4, voilà, c'est un championnat, il n'y a pas d'arbitre, voilà, on sait que ça peut être difficile. Après, bon, honnêtement, nous, ça s'est bien passé jusqu'à le début de saison. C'est un championnat, c'était agréable et on n'a eu aucun problème jusqu'à ce jour. Mais ça reste quand même un championnat aussi compétitif, hein, parce que bon, on est quand même 5-6 équipes à lutter pour les places de montée, hein. Voilà, il y a une équipe de Porto Vecchio qui est une belle équipe, l'équipe du Sud, de Pontelle, Tubegno et ainsi même que Tog, hein, qui sont juste à un point derrière nous. Donc c'est un championnat, voilà, qui est compétitif et très intéressant pour nous. Donc nous, si on arrive à monter, c'est bien, l'objectif sera réussi, parce qu'on prévoit l'année prochaine de mettre une équipe réserve, hein, parce que étant donné comme on a beaucoup de joueurs, là j'en ai plus de 35 en R4, et plus des 18 qui vont monter, hein, parce qu'il y a les 18 qui vont monter en senior. On en a plus d'une quinzaine qui monteraient en senior. Nous, l'objectif du jeu, ce serait de garder tout le monde. C'est pour ça qu'on est en vue de créer une équipe réserve afin de conserver tous ces joueurs-là. Je veux dire, voilà, qu'on les garde pour qu'ils puissent jouer au ballon. Donc, c'est pour ça que la montée elle est importante pour nous, pour aussi faciliter cette équipe réserve aussi. Voilà. Voilà pour les réactions de Kevin Lemeunier. On continue avec Pontelle qui a accueilli Tog et s'est imposé à domicile 2-1. Pour les prochaines rencontres, Saint-Jean devra confirmer lors de son prochain match face à la Juventus le choc entre le Niolo et la réserve du Sud pour l'accession en R3 qui promet d'être intense. Et Pontelle qui se déplacera chez le leader, la réserve de Porto Vecchio. Allez, on passe à la R3 et en match avancé de cette régionale 3, le CB s'est imposé face à la réserve de Bocconian 2-0. Calendan lui va recevoir le Cabigours et devra s'imposer pour rester justement sur une place de leader parce qu'on le voit au classement, le CB est premier avec 50 points, Calendan est second avec 48 points. On rappelle que le CB lors du prochain tour de Coupe de Corse va recevoir lui l'équipe première de Bocconian. On rappelle que le CB a fait l'exploit de sortir le GFCA au tour précédent. Pour les prochaines journées, Antisanti lui va recevoir Lumio, la réserve de Bocconian va recevoir la deuxième réserve du Gallia et le CB lui va recevoir Lorient. Il y aura un ECB Calanzana sur la phase retour qui sera déterminant, intéressant à aller voir. Ouais, je pense que ça va être un super match. Allez, on continue à présent avec la Régionale 2. Un match en retard de la 14e journée s'est joué entre la réserve de Corté et celle de la Casinca. Victoire des Cortonnais 2-0. Le GFCBL se déplacera à la Casinca pour un match capital dans la lutte pour le maintien face à un concurrent direct. La réserve de la Balagne recevra la réserve du Gallia, les Lucianin qui viseront les 4 points pour espérer remonter sur le podium.
Allez, bah, du coup, on passe à la R1 et des matchs en retard qui se sont joués entre la réserve de Fourian et Afa. La réserve de Fourian s'est imposée 1-0. Et vous, Eugène Alandout, on va le voir justement en image. Vous vous êtes incliné 4-2 face à Boconia. Alors déjà, dans un premier temps, le match avait été reporté pour conditions météorologiques. Vous meniez 2-0 à ce moment-là. Puis il y a eu cette reprise de match et finalement une équipe de Boconia qui s'impose chez vous 4-2. En effet, ça a été des journées qui avaient été remises à cause des intempéries. Les deux terrains du Bastio et de François Monte avaient été inondés pendant l'orage de la mi-temps, donc les terrains étaient impraticables. Et les deux équipes qui menaient à la mi-temps, que ce soit nous ou AFA, sur ces matchs à rejouer, ont perdu dimanche. Nous concernant, c'est sûr que c'est une défaite qui nous fait mal, parce qu'on est sur une série négative depuis le mois de janvier, où le fait d'avoir pas l'effectif à disposition, des suspendus, des blessés de longue date, notamment des joueurs à des postes importants, fait qu'on n'a pas pu enclencher cette dynamique dont on avait sur la fin de saison, surtout de l'année 2024. Après, ce qui est frustrant, c'est que nos contenus de match sont très intéressants, mais comme on dit, les contenus, ça ne fait pas prendre des points. Je pense qu'aujourd'hui, il faudra qu'on retrouve d'autres valeurs sur d'autres prestations qu'on devra fournir pour aller chercher notre maintien, parce qu'il est clairement identifié qu'aujourd'hui, le classement se décompose en deux parties. Les 6 premiers qui, à mon avis, seront plus embêtés, le maintien sera pratiquement acquis, et les 6 derniers où la bataille va faire rage avec des confrontations directes sur la phase retour. Donc, comme on dit, ça va être des matchs à 8 points nous concernant, sur les rencontres de Fourian, de Borgo et de Xonach, et de Porto Vecchio. Donc, justement, qu'est-ce qui manque pour relancer cette machine? Parce que quand vous avez reçu, on savait que le FJEB avait fait une petite série négative. Vous avez relancé cette machine-là et justement, depuis la reprise en janvier, ça a un peu de mal à repartir. Qu'est-ce qui manque exactement? Ce qui est choquant, c'est que les scénarios de match se répètent. On est quand même maître de ce qu'on fait. On prend souvent des buts, soit en fin de mi-temps, soit en début de seconde mi-temps, sur des erreurs individuelles. Et après, on subit la fin du match dans les arrêts de jeu. Ça a été le cas contre la Kazinka, ça a été le cas contre le GFCA, ça a été le cas contre Bastelicac. À AFA, malheureusement, on fait une super partie, on est à 10 et on n'arrive pas à ramener des points. Et dimanche, le scénario nous va encore une fois contraire, parce qu'on est mené à 0, on revient à 1, on mène 2-1 et on prend l'égalisation sur l'engagement. Donc je pense que ce but nous remet un peu la tête dedans, et après il y a des comportements qu'il faut on sort du match, on est plus focalisé sur ce qu'on doit aller chercher. Donc il faut surtout pas paniquer, il faut pas s'affoler, il faut garder de la sérénité, parce que comme j'ai dit aux garçons, ce qu'on a fait de bien jusqu'à maintenant, on l'a pas perdu. Les qualités qu'on a démontrées, on les a pas perdues. Il faut les retrouver, il faut juste retrouver certaines valeurs comme on dit, de remettre le but de chauffe, de s'accrocher, de combattre, de plus penser à défendre, voilà. Et après, on a les qualités pour aller chercher des buts, pour aller chercher des matchs. Donc, on va s'accrocher jusqu'au bout, mais j'ai confiance quand même au groupe. On va récupérer les garçons pour le week-end prochain, et je pense que ça va pas être facile, mais je pense qu'on va le faire, voilà. Eugène, vous allez vous déplacer donc contre la réserve de Fourian. Non, on va les recevoir. Vous allez les recevoir, oui. Pardon, excusez-moi. C'est toujours difficile, on peut le dire, à préparer ce genre de match contre des équipes réserves, justement, sachant qu'elles sont dépendantes des équipes premières qui sont, eux, dans les championnats nationaux. Oui, mais je peux vous assurer que, connaissant maintenant bien les championnats, les coachs et les équipes, je peux vous assurer que quand Fourian viendra chez nous dans 15 jours, ils auront une grosse équipe et seront renforcés. Ce qui est logique, parce qu'ils jouent un maintien aussi. C'est un match que s'ils gagnent, ça leur permet de revenir dans le coup au niveau du maintien. Donc on est sûr que Fourian viendra renforcer sur ce match, même si voilà, ça dépend, comme on dit, des redescentes, des dimanches et tout. Mais voilà. Donc nous, on s'attend à jouer une belle équipe de Fourian, une grosse équipe qui a un super coach, qui font de très bonnes choses et aussi ne sont pas récompensés. Alors peut-être qu'il leur manque aussi certains détails dans certains matchs, mais je pense que ça va être une bataille, hein, voilà. Mais le barème du maintien gêne pour ce genre, parce qu'on voit que c'est quand même assez serré entre votre place, la 7e place, et justement Borgo, parce qu'après il y a Fourian qui a quand même redressé un peu la barre, la réserve. En cas de victoire, tout le monde peut être un peu plus relancé. Le barème de maintien. En gros, on compte par rapport aux années précédentes que pour se maintenir, il faut 8 victoires. Voilà. Après, ça peut se faire à 7 victoires et certains nuls. Il y a des équipes qui ont beaucoup de nuls, comme la Kazinka ou comme d'autres équipes. Nous, on a très peu de nuls. Donc, nous, on sait que si on veut un maintien tranquille, ça va passer par 8 victoires. Parce qu'il y a les playdowns en R1. Donc, tous les points du championnat sont maintenus. Plus on rajoute en fin de saison les points des confrontations entre les 5 derniers. Voilà.
Donc en général, celui-là qui est 8e au classement, c'est qu'il a pris déjà beaucoup de points. Souvent, il n'est pas embêté. Enfin, c'est jamais arrivé que le 8e descende. Voilà. Ça se joue souvent dans les 3-4 derniers du championnat. Mais pour éviter ça, ben, il faut gagner encore des matchs. Voilà. Justement, la réserve, il manque une réserve, cette équipe du LGEB. Est-ce que vous allez mettre en place d'ici l'année prochaine, parce qu'on sait que cette saison, la réserve a été arrêtée au bout de quelques journées du championnat de R2. Est-ce qu'il est prévu à l'avenir de remettre en place une réserve pour le FGEB? Alors, concernant cette année, je dirais que c'est jamais une bonne chose d'arrêter une réserve, surtout quand elle est en R2 dans un championnat intéressant avec des arbitres. Et surtout le travail qui a été fourni en amont par les coachs qui sont passés pour faire monter cette réserve en Régional 2. Mais malheureusement, la restructuration du club cette année a fait que je pense que les dirigeants n'avaient pas d'autre solution que d'arrêter cette équipe. Et ça se confirme aujourd'hui dans leur décision, car on est sur un effectif très restreint en R1. On a un déficit de joueurs non mutés. Voilà. Alors oui, on a beaucoup de mutés, mais les mutés, on peut en faire jouer que 6. Donc ce déficit de joueurs non mutés fait qu'on a du mal à compléter la R1. Ça fait déjà, depuis janvier, on était sur 4 matchs à 13. Souvent, on a pris le 3e gardien pour être 14e sur le banc. Donc je pense que si on a vu la réserve cette année, on aurait été en grande difficulté. Je pense que c'était pas la meilleure chose à faire, mais c'était une décision sage à prendre. L'année prochaine, bien sûr que les dirigeants ont conscience et ont le but de recréer une réserve. Voilà, ça c'est important pour le club. Maintenant, il faudra voir si les effectifs seront conséquents, si les 18 qui vont monter pourront être en capacité à intégrer cette R3, si le recrutement qu'on fera sur la R1 sera aussi assez conséquent pour pouvoir fournir la R3. Mais en tout cas, le but et l'ambition du club et des dirigeants est de recréer la réserve l'année prochaine en R3, puisque quoi qu'il arrive, on sera en R3, puisque même en ayant fait forfait général, on tombe automatiquement en R3. Voilà. D'accord. On enchaîne ? Allez, on enchaîne à présent avec donc la Nationale 3 groupe D, la réserve de l'ACA qui s'est imposée 1-0 face à l'INA Montcléry. La réserve du Sporting a remporté son match 3-1 face à l'Avant-Garde de Caen. Un seul match ce week-end, Borgo qui jouera la 14e journée en retard en déplacement à Wessel. Et au niveau du classement, quand on le regarde, eh bien, les clubs corses sont très bien positionnés. Le FC Borgo qui conserve son fauteuil de leader avec 32 points. L'INAS Montcléry qui est 2e lui avec 28 points. La réserve du Sporting qui ferme le podium également avec 28 points. La réserve de l'ACA suit de près 4e avec 27 points. Le FC Borgo qui a donc été accroché par l'ASPTT de Caen, 1-0 au complexe Paul Nadal. On regarde d'ailleurs ensemble les images. Ouverture du score, comme vous pouvez le voir, de Francesco Barboni pour les Bourguigiani à la 25e minute. Égalisation de l'ASPTT Caen à la 71e minute. Messieurs, on peut le dire, le FC Borgo qui reste leader et qui affiche toujours la meilleure défense du championnat actuellement. Ouais, ça ne m'étonne pas concernant le boulot réalisé par Adrien Rossigne, Gary Koulibaly et Jean-Charles Giovacchini. Voilà, c'est une triplette qui fonctionne très bien. Après, c'est sûr, comme ils le disent, hein, ils sont honnêtes en leur disant qu'ils sont dans une poule qui est plus favorable, parce que la poule dans laquelle il y a Corté, là-bas, le Sud et le Gallia est beaucoup plus difficile. Donc, mais pour le moment, ils font un super championnat et je pense qu'ils vont le faire, ils vont aller au bout. Ça serait bien d'avoir 3 clubs en Corse en N2 la saison prochaine. Et puis c'est bien parce que quand on avait reçu justement Adrien Rossigne sur le plateau, il avait parlé que ce n'était pas forcément un objectif premier de remonter dessus, c'était plutôt de construire, de rendre vraiment une équipe compétitive. Et c'est vrai que là, il commence à avoir peut-être la cerise sur le gâteau qui commence à approcher petit à petit. Après, c'est bien aussi pour les autres clubs corses, hein, que ce soit le Sporting et l'ACA d'être 3e et 4e. On voit quand même un championnat assez constructif sur certaines phases de jeu. On voit le Sporting s'imposer comme l'ACA, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. C'est vrai que même pour Borgo, de relancer la machine après plusieurs descentes consécutives, ça leur fait du bien même moralement. Ouais, et puis ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'il y a pas mal de jeunes Corses qui jouent dans cette équipe. C'est à souligner, voilà. Sur les réserves, qui est important aujourd'hui que nos meilleurs Corses puissent évoluer à ce niveau-là. Allez, on va parler National 3, le groupe J, le groupe de Corté du Sud et du Gallia, Luciano Gallia qui s'est incliné face à Villefranche, 2-1. Corté, lui, qui s'est incliné face à Canet-Rocheville, 2-0. Et cette équipe du Sud qui a fait match nul, 1 but partout face à Beaucaire. On le voit au niveau du classement. Le Gallia qui se repositionne à la 6e place avec 24 points. Le Sud, 13e et Corté, 14e avec 13 points qui ferme la marche
dans ce championnat. Pour les prochaines journées, Corté va recevoir Fos, Sud va se déplacer du côté de Rousset et cette équipe du Cagliari va recevoir le Canet Rocheville. On espère de tout cœur que les clubs corses pourront se sauver. Parce que s'il y a malheureusement le Sud et Corté qui sont mal placés qui descendent, ça va entraîner 3 descentes du championnat de Régional 1 en Régional 2 et inversement pareil. Donc on espère de tout cœur qu'il y en a moins. Et surtout, ça va handicaper aussi, je prends l'exemple des réserves en R2, ça va être handicapé une possible montée de la réserve de Corté en DH, parce qu'il serait resté... Corté qui est dans le coin R2, l'équipe de Raph Baraline, qui est dans le coup pour aller chercher une accession en R1, c'est sûr que ça mettrait un frein, mais... Après, mathématiquement, c'est pas fini, donc je pense qu'ils vont s'accrocher jusqu'au bout, ils vont rien lâcher. Corté peut-être a été embêté par son parcours en Coupe de France, ils ont peut-être perdu de la force sur la saison, après le Sud a changé d'entraîneur. Voilà, c'est pas évident, mais tant que mathématiquement il y a des points, il faut y croire, on ne sait jamais. Jusqu'au bout, il faut s'accrocher. Allez, la Nationale 2, groupe C à présent. Le FC Balagne qui s'est incliné 1-0 face à Villers-Houlgat. Dans 2 semaines, les Balanins recevront Créteil, concurrent direct au classement. Fouriane qui affrontera également un concurrent direct en se déplacement, eux, du côté d'Agno. Au niveau du classement, justement, eh bien Fouriane se donne un peu d'air en occupant la 12e place avec 22 points. Les Balanins sont 6e avec 27 points. Fouriane qui a réalisé un exploit, on peut le dire, en s'imposant face au leader Bobigny, 1-0 grâce à un but de Toumain. On regarde les images ensemble et on en discute bien sûr, messieurs. Ouais, Fouriane, une équipe de Fouriane qui c'est pas surprenant pour cette équipe de Fouriane, surtout à domicile, d'aller battre ce leader avec la qualité des hommes de Romain Paturel. C'est vrai, on en parle, c'est vrai que ça a été handicapant cette perte de points au classement parce que cette équipe de Fouriane est une équipe qualitativement très compétitive et qui aurait pu jouer les premiers rôles cette saison dans ce championnat. Bon, après, ils sont sur un de transition, ils sortent d'un changement de coach où Patrick Videra est parti. Pendant des années, c'était quand même la tête de gondole de ce club. Ils ont changé de coach, il y a quand même une transition à faire qui n'est pas évidente peut-être pour les garçons qui sont habitués à un rythme de travail avec Patrick et qui basculent avec un autre coach, même si le staff est resté en place. Voilà. Mais ils font quand même un bon championnat parce que si on leur ajoute les 5 points, ils ne sont pas à cette place. Donc, mais ils ont cette particularité aussi de bien construire, de garder leur cadre. Je prends l'exemple de Thibaut Vallière, le capitaine emblématique de cette équipe de Fouriane. Ils ont recruté en attaque, le premier nom qui me vient maintenant c'est Sébastien Da Silva. Ils ont cette capacité aussi de recruter jeunes, mais de recruter aussi d'expérience. Sébastien Da Silva est un joueur d'expérience. Ils ont ce mélange qui arrive à prendre tous les ans. Et comme vous l'avez dit Eugène, c'est aussi ce côté de transition avec un nouveau staff, en tout cas un nouvel entraîneur qui est arrivé cette saison. Ils travaillent bien en début de saison. Fouriane, ils font surtout des grosses détections sur la région parisienne. Pour le recrutement, ils arrivent toujours à recruter des bons joueurs pour bien pallier les manques qu'ils ont. Après, pareil, il ne faut pas oublier, comme j'ai compté l'autre jour, je suis allé voir le match, il y avait 7 garçons issus de la formation corse. Quand je dis formation corse, c'est des clubs environnants. Donc, il y a Thibaut Vallière, il y a Anthony Feliciano, il y a Fabio Texera, il y a Sofiane Noala, enfin j'en oublie d'autres, mais sur la base, voilà, c'est... Parce qu'on parle des équipes professionnelles d'avoir une identité corse, mais aussi dans l'échelon inférieur. Alors, pour moi, c'est un championnat semi-professionnel, la Nationale 2, et voire même professionnel pour certains clubs qui sont descendus d'échelon, comme je prends l'exemple de Créteil qui est dans ce championnat. C'est vrai que c'est important cette identité-là, c'est ce qui permet d'avoir ces valeurs-là pour cette équipe, et c'est important. Ils ont ces valeurs, Fouriane, ils ont déjà fait des gros coups par le passé. Et je pense que leur ambition va être dans les années à venir d'aller chercher la D3 professionnelle, puisqu'en la saison 2026-2027, le national va disparaître, va devenir Ligue 3 Pro. Donc je pense que ça va être l'ambition qu'ils vont avoir. Après, le championnat national 2, c'est le plus dur, parce qu'il n'y a qu'une montée, il faut finir champion. Il n'y a pas de barrage, il n'y a pas de... Voilà, donc c'est vraiment le championnat le plus compliqué, où c'est les garçons qui sont, comme tu disais, dans un parcours semi-professionnel, qui ne travaillent pas, qui ont des salaires. Donc... C'est vraiment un championnat dur à gérer, en sachant qu'à Fouriane, il y a beaucoup de garçons qui travaillent, qui adaptent leurs horaires pour s'entraîner. Mais après, le boulot qu'ils réalisent, c'est extraordinaire, quoi. Allez, on va parler de cette Ligue 2 et le Sporting qui s'est imposé pour cette 24e journée. 1-0 face au Red Star. L'AC Ajaccio, en clôture de cette journée, s'est imposé lui aussi à Metz. 1-0 au niveau du classement. L'ACA se donne de l'air 11e avec 30 points. Le Sporting, lui, est 9e avec 34 points. Une équipe du Sporting, messieurs, qui petit à petit, comme l'ACA, se rapproche de son objectif maintien. Parce que cette année,
39-40 points, les équipes sont maintenues. C'est pas surprenant de voir une équipe du Sporting s'imposer à domicile. On reste quand même dans cette continuité d'être invaincu dans ce championnat à domicile. Et on reste surtout la deuxième meilleure défense de Ligue 2. Non, c'est pas surprenant. Après, aujourd'hui, je pense que l'éclosion du petit blé, la présence maintenant dans l'effectif du Christounaï, l'arrivée de Sébastien, ça permet peut-être au coach de remettre un peu plus de concurrence sur certains postes. Il y a beaucoup de matchs qui ont tourné à l'extérieur où ça aurait pu être en notre faveur, ça n'a pas tourné. Moi, je pense qu'on a notre place. Beaucoup de supporters ou nous voient plus haut, mais aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a reconstruit, par rapport au temps de passage qu'il faut avoir, par rapport à ce que met en place le club, on a notre place. Comme on dit, le classement, c'est le juge. Le classement, il juge exactement les performances. On a fait énormément de nuls. Je ne sais pas si on a fait 4, 10 ou 12. Combien ? On a battu un record, 13 nuls. 13 nuls, voilà. 13 matchs nuls qui auraient pu basculer dans du bon côté. Donc ça aurait pu faire beaucoup de points en plus. On a perdu très peu de matchs. On est sur un rythme de défaite des 4 premiers du championnat. Donc oui, on aurait pu être en haut, mais on a notre place. Et je pense que le maintien sera acquis assez sereinement. Il n'y a pas de souci là-dessus. On a autant de défaites que Metz. Voilà. Au final, et Metz est 4e dans ce championnat. Mais est-ce qu'on ne va pas peut-être jouer une fin de saison peut-être aussi intéressante, parce que le barragiste, le 5e qui est Guingamp, on peut se permettre de voir plus loin, est à 39 points, donc c'est-à-dire qu'il n'y a que 5 points. Benoît Tavenot a parlé de série qui n'a pas encore fait cette saison. Est-ce que ça pourrait pas être déjà le cas d'entamer cette série-là cette fin de saison ? Ça peut être d'un côté, je dirais, motivationnel pour les joueurs et peut-être pour le club, mais aujourd'hui, si on est franc, est-ce qu'on a les moyens ? Est-ce qu'on est structuré pour aller en Ligue 1 aujourd'hui ? Voilà. Alors c'est sûr que si on monte, on va pas dire non, il ne faut pas monter. La montée, on la prend, c'est sûr et certain, on sera tous heureux de la prendre. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on est structuré au niveau de notre centre d'entraînement professionnel, au niveau de notre centre de formation, au niveau des terrains qu'on doit avoir pour s'entraîner, des bâtiments qu'on doit avoir pour la qualité de notre formation, voilà. Moi, je pense qu'il faut on va pas s'en priver, mais je pense qu'il faut aller tranquillement. Tous les ans, il y a une progression. L'année prochaine, je pense que le recrutement sera encore de meilleure qualité. Je pense que l'année prochaine, on sera encore plus haut dans le classement. Et si un jour on doit accéder, qu'on accède dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, on est tous impatients. C'est notre ADN de supporters de Bleu qui nous dit qu'il faut monter. Je vois sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de supporters qui sont impatients, qui critiquent les choix du coach. Bon, laissez les gens travailler, il faut du temps. Moi, personnellement, et après on va peut-être dire que je suis chauvin, mais moi je la trouve extrêmement intéressante cette saison. Et à tous les niveaux, au niveau des clubs corses. Aussi bien pour le Sporting, où on est effectivement sur une équipe qui s'est restructurée à 100% et où on voit, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, qui commence à germer et où on voit que les actions du staff sont en train de fonctionner et de se mettre en place. Et donc je pense que même le staff pourrait le dire aujourd'hui. Bien sûr qu'on vise toujours la montée, bien sûr qu'on essaye de tirer le plus haut, mais je pense qu'on est encore aujourd'hui dans un temps de restructuration. C'est en train de prendre. L'année prochaine, je ne doute pas que les recrutements seront encore plus affûtés parce qu'on va savoir exactement ce qui nous manque par rapport à cette saison. Et de l'autre côté, on a un ACA qui, lui, vit ce que vit. Alors, c'est un effet un peu bull run qui est en train de se produire dans beaucoup de clubs français vis-à-vis de cette position, même des grands clubs à travers des grandes villes avec beaucoup de supporters et qui pourtant connaissent la même situation que l'ACA et que le Sporting a connue, où il y a une emprise psychologique qui est très forte et où, malgré tout, on voit, pareil, l'ACA qui arrive à ressortir un petit peu la tête de l'eau, qui arrive à remonter, à se restructurer même dans des conditions très particulières, avec toujours une clé Damoclès au-dessus de leur avenir plus tard. Donc moi personnellement, même si on voit et qu'on lit la même chose bien sûr sur les réseaux sociaux, cette année je vis une saison extrêmement intéressante à tous les niveaux, des clubs corses, aussi bien dans une restructuration que dans un maintien et dans une relance totale de staff, de joueurs, de cohésion d'équipe et de supporters. Après, je pense que le cas de l'impatience de certains supporters, ça a été, il faut être honnête, l'aura, la signature de Frédéric Antonetti en début de saison a fait que les gens se sont mis à se dire on va viser de suite la Ligue 1. Après, c'est le côté supporterisme qui veut et ça. Pourtant, quand on voit son discours, il a été clair. Il a très bien précisé. Exactement, il a été très clair. Il a très bien précisé. Après, on ne peut pas empêcher les supporters d'aller rêver. Mais ça se fait pas en un an. Voilà, c'est ça. Ça se fait pas en un an. Ils ont pris des garçons à la formation. Ils structurent la formation. Aujourd'hui, la formation du Sporting, pour avoir discuté avec les coachs que je connais bien, ils m'ont dit, pour eux, c'est ce qui se fait de mieux au niveau travail. Je dirais par rapport, ils n'ont rien envie aux autres centres de formation, même s'ils n'ont pas les bâtiments, mais pour travailler, ils ont tout ce qu'il faut, même s'ils n'ont pas le beau bâtiment, même s'ils n'ont pas les beaux vestiaires, même s'ils n'ont pas 3 terrains,
mais ils disent il nous manque rien. Pour bosser, ils sont dans les premiers au niveau de la vidéo, sur les retours vidéo chez les jeunes. On le voit en National 3. Hein, sur la N3, voilà. Donc, tout ça, ça prend du temps. Alors, il faut les laisser travailler. Je pense que Frédéric Antoinette, comme tu l'as dit, avec l'aura qu'il a, il sait très bien où il va. Voilà. Mais on a ce côté d'impatience, de supporters, où on se dit, s'il avait fait jouer celui-là, s'il n'avait pas fait jouer celui-là, on aurait dû jouer comme ça, on aurait gagné. Voilà, mais franchement, être coach, c'est très compliqué. Voilà. Ça dure pas longtemps. C'est sur des cycles. Il faut aller chercher des diplômes. Les diplômes, ils sont très durs à aller chercher. Alors, être coach dans la tribune à Bastia, être coach derrière le téléphone, sur Twitter, c'est très facile. Mais on ne sait pas tout ce qui se passe dans une semaine, dans la gestion d'un groupe, pourquoi on fait rentrer un garçon, qu'est-ce qu'on a mis en place, qu'est-ce qu'on a travaillé, pourquoi on fait rentrer celui-là et pas celui-là. Alors, nous, derrière notre écran, bien sûr, on a notre avis. Mais lui, quand il fait ses choix, il en a lui aussi. Tout en sachant la ferveur qu'il y a ici, la pression qu'il y a. Parce que la ferveur de Bastia, même si on a un petit club, quand on va acheter le pain le matin ou le journal quand on boit le café, ça parle du Sporting. Pourquoi tu as fait jouer celui-là? Parce que Benoît Taverneau, quand il va acheter son pain, il va acheter boire son café, on lui parle du Sporting tous les jours. Hein. Voilà, oui, donc, je pense qu'il décroche jamais. Voilà, donc c'est bien, il faut pas. Voilà. Comme il dit Brice, aujourd'hui on voit la CA, les difficultés que va avoir la CA en fin de saison, et ils font surtout un super parcours là. 5 victoires lors de. Non, ils sont très bien 4 victoires dans leurs 5 derniers matchs, 3 victoires à l'extérieur consécutives. 15 points, ils étaient venus chez nous, ils avaient le pied dans la tombe. Hein. Ils étaient condamnés à 3-0 à la mi-temps. Excusez-moi, mais on riait du match le jour. Hein. Ils disaient ils sont morts. Voilà. C'est incroyable comme ils se sont relevés. Donc peut-être que sportivement, ils vont se sauver, je leur souhaite de tout cœur. Après, est-ce que financièrement, ça suivra derrière avec le rachat du club et tout? Donc nous, on se dit, on est passé par là. On a vécu les saisons galères. C'est très compliqué. Ouais. Avec le Covid au mieux. Là, on est en Ligue 2, on est pro. On a nos jeunes qui vont jouer un 8e de finale de Gambardé. Là. On va en parler. Voilà, tous ces points positifs, il faut les cocher. Et plus on va avoir de points positifs sur l'avenir, plus on va les cocher. Il ne faut pas s'inquiéter qu'on sera en haut. Parce qu'aujourd'hui, comme disaient certains coachs de formation, il y a des garçons qui appellent pour venir à Bastia. Parce que Bastia attire encore. Voilà. Bastia est un club avec sa ferveur, avec son passé, avec son histoire, qui attire. Et ils me disent, il y a certains garçons, on ne pensait jamais les avoir, ils nous appellent. Donc aujourd'hui, on en redevient même attractif. Mais ça prend du temps. Voilà. Justement, tu as parlé de la formation et tu as parlé de ce 8e de finale de Gambardé. Là. Et oui, parce que ce week-end, il va y avoir un Bastia-Lyon à Armentières pour ces 8e de finale de Coupe Gambardé. Là. Le coach Philippe Lemaire et son adjoint Pasquale Louquet qui ont fait un parcours exceptionnel pour le moment dans cette Coupe Gambardé, puisqu'ils ont été exempts au premier tour. Au second tour, ils ont battu AFA 14-0. Bon, je ne vais pas dire tous les scores, mais en tout cas, au troisième tour, ils ont battu Bocognane. Quatrième tour, battu Porto-Vecchio. Sur la finale régionale, ils sont allés battre au tir au but Borgo. En 64e de finale, ils sont allés battre Ghisonaccia à Prunei. En 30e de finale, ils ont sorti les U19 nationaux de Rodez au tir au but. En 16e de finale, ils sont allés sortir les Stacks, un des favoris de cette compétition. Pareil au tir au but. Et donc, rendez-vous est pris ce dimanche 3 mars à partir de 16h au stade Armentières. Bastia, Lyon, pourquoi pas pour un exploit supplémentaire des hommes de Philippe Lemaire et de Pasquale Louquet. C'est quand même incroyable de se dire que voilà, le travail en amont est aussi fait du côté des jeunes, d'avoir un parcours exceptionnel en Coupe Gambardé. Et puis c'est magnifique pour cette génération. Moi qui les ai côtoyés à l'époque, quand j'étais en Casine, que j'avais les U10 de la Casine, qui c'était exactement la même génération que j'ai en 10 au Sporting. Je pense au petit Ceccarelli, au petit Renucci, au petit Piscopo, il y a le petit Vandaz, il y a le petit Zuccari, enfin j'en oublie, mais voilà, il y a le petit Casano, voilà. C'est vraiment une génération qui s'est forgée, qui est partie d'en bas, qui est bleue d'en bas, de la base, où c'est vraiment créer des choses entre eux. Et aujourd'hui, ils arrivent à ce stade de la compétition, ils vont jouer à Armentières. Pour eux, c'est une récompense, parce qu'ils n'iront pas tous au bout. Ça, c'est l'entonnoir professionnel qui veut ça. Si on arrive à en sortir un ou deux de cette génération, ça serait magnifique pour le club, voilà. Mais ce qu'il y a d'important, c'est qu'aujourd'hui, le club s'attache, sur cette génération de 17 ans, à avoir une ossature de garçon en Corse. Voilà. Après, sur le championnat 19, c'est pas pareil, parce qu'on est au port du professionnel, il y a des recrutements qui sont faits, de la préformation, il y a, voilà, ou de la post-formation, je ne sais pas comment on l'appelle, mais sur cette génération-là de 17 ans, le club s'attelle à ce qu'il y ait une ossature de Corse. Et cette ossature de Corse qu'on a, c'est un Gambardé en Sporting. C'est une ossature qui joue depuis tout petit ensemble. Et je pense que c'est une récompense pour eux. Alors, ils vont jouer à Armentières. J'espère qu'il y aura du monde pour les soutenir. Voilà. Mais on ne sait jamais, pourquoi pas.
Pourquoi pas? Le club n'a jamais été loin dans cette compétition. Peut-être l'année ou jamais. Messieurs, merci en tout cas. J'attends les tops. Moi, on suit naturellement. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous pour ce nouveau numéro de Tutti Foot qui touche à sa fin. Un grand merci à notre invité Eugène Orlando d'avoir été avec nous. Merci également à toi, bien sûr, Patrice. Alors, avant de clôturer, j'aimerais quand même avoir une pensée également pour toutes les équipes d'Énergie 12. Nous tenons à exprimer bien sûr notre solidarité envers tous nos collègues et collaborateurs de la chaîne. La fermeture d'Énergie 12 qui est une épreuve pour tous ceux qui y travaillent et nous leur adressons bien sûr tout notre soutien ainsi qu'à leurs proches. Voilà, merci à tous, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tutti Foot sur Énergie Corse et à Gorsiga TV. À presto.